Merci à Madame Junien de m'avoir invité à présenter les données de notre groupe à Dijon. Donc je vais parler assez peu d'aspects épigénétiques parce que dans le domaine, il y en a très peu. Mais on va poser des questions dans ce sens-là. D'une façon générale, dès leur développement le plus précoce, les jeunes mammifères, on l'a vu, sont exposés à de multiples événements, substrats et informations par l'intermédiaire de la mère. Les mères, de façon caricaturale, on peut dire, sont des organismes qui se sont adaptés aux conditions de l'environnement local, de sorte que leur phénotype a été formé en partie et validé par ces conditions. Ce phénotype maternel influence le phénotype infantile par transmission des conditions environnementales et des marques épigénétiques qu'elles ont engendrées, un processus que les éthologistes et les écologistes du comportement ont nommé l'effet maternel. Ces effets maternels ont été démontrés pour une grande palette de traits biologiques et je vais vous présenter cet après-midi des effets maternels dans le domaine des aptitudes sensorielles, du développement des préférences et de la réactivité comportementale. Alors, on a parlé ce matin du principe de Barker. On peut dire que c'est un principe. Quand il y a 1000 publications sur un sujet, c'est plus vraiment une hypothèse, qui définit l'association entre l'expérience nutritionnelle précoce et le risque de développer le syndrome métabolique lorsque l'expérience nutritionnelle ultérieure n'est pas accordée. Ce principe de Barker a été un petit peu rephrasé par Hanson et Gluckman, qu'on a cité ce matin. Cette fois-ci, il faudrait dire dans l'hypothèse des réponses adaptatives prédictives, selon lesquelles le fœtus ou le nouveau-né enregistrerait des indices métaboliques prédictifs de certaines conditions de son environnement futur. Alors, cette hypothèse a été très largement critiquée, mais on verra que pour le domaine métabolique, mais on verra que pour le domaine sensoriel, elle marche peut-être dans certains aspects. Donc, on va s'interroger sur la nature des informations prédictives de l'environnement futur qui peuvent être transmises par la mère à son fœtus ou à son nouveau-né. 3 questions. À quel moment du développement les effets maternels peuvent-ils influencer la formation du phénotype sensoriel de l'enfant? Et je parlerai essentiellement de l'olfaction. Quels mécanismes sont impliqués? Là, ce sera assez court parce qu'on ne sait pas vraiment. Et finalement, quels sont les effets potentiels sur l'adaptation psychobiologique de l'organisme en développement? Alors, voyons d'abord la période la plus précoce, bien que pas tout à fait la plus précoce, on a été plus tôt encore ce matin, ce qui se passe chez le fœtus. Je vais commencer par du concret, une expérience que nous avons réalisée à Dijon avec Robert Soussignan et Luc Marlier. Le test de l'existence d'une mémoire néonatale de l'expérience chimiosensorielle du fœtus. Il est difficile d'aller explorer dans l'espèce humaine l'expérience du fœtus de façon directe, pour des raisons éthiques évidentes et pratiques d'ailleurs aussi. Et donc on a adopté une stratégie a posteriori consistant à présenter des stimulations auxquelles le fœtus a été exposé au nouveau-né après la naissance. Donc l'idée ici était de comparer des fœtus qui étaient exposés à un arôme particulier, l'anis, apporté à la mère au cours des 10 derniers jours de gestation. Alors c'était de l'anis jamais associé à de l'alcool, évidemment, et comparé à un groupe de femmes non consommatrices d'anis. Et à l'issue après la naissance, 3 heures après et 4 jours après, pour tester un petit peu une mémoire à court terme, mais déjà à long terme, c'est quelques jours, si cet anis était d'une façon ou d'une autre mémorisé. Alors voilà l'effet de l'anis chez un enfant, donc un nouveau-né, qui n'a jamais été, qui vient du groupe de mères non exposées, auquel on expose une dilution très, très forte, donc un stimulus d'anis très faible. Vous voyez les réponses de l'enfant, visiblement, il n'apprécie pas beaucoup. Lorsqu'on fait la même expérience, chez un nouveau-né, cette fois-ci né d'une mère consommatrice d'anis, et qu'on lui présente de l'anis 3 heures après la naissance, vous voyez que les réponses d'appétence sont extrêmement claires.
Alors, lorsqu'on fait une approche un petit peu plus quantitative du même phénomène, et que cette fois-ci, on teste les enfants dans cette situation-là, voilà une situation de notre appareil de double choix, de questionnement des bébés. On les expose d'un côté à une odeur d'anis, de l'autre côté à un stimulus témoin, et on mesure leur temps d'orientation vers chaque stimulation ou leur temps d'activation orale vers chaque stimulation. Activation orale montrant une motivation à approcher le stimulus, donc un peu plus qu'une réponse faciale relativement passive. Dans cette situation, vous avez là les deux groupes, les enfants nés de mères consommatrices d'anis et les enfants nés de mères non consommatrices d'anis, et les deux stimulations que l'on présente de part et d'autre de l'enfant. À 3 heures, les enfants exposés à l'anis montrent une appétence plus forte vers l'odeur d'anis, et alors que les enfants non exposés se comportent de façon aléatoire envers les deux stimulations. Et lorsqu'on refait le même test à 4 jours, eh bien on a le même résultat, une appétence très forte vers l'anis. Et là c'est plus qu'une simple détection, c'est une appétence. Donc c'est une boucle entre un stimulus et une réponse. L'anis est devenu renforçant, pas seulement détecté, mais en plus renforçant. Donc j'allais dire 4 jours de mémoire de l'anis, c'est pas grand-chose, sauf que ce ne sont pas 4 jours d'une semaine de notre vie d'adulte, ce sont les 4 premiers jours d'une vie d'enfant. Ces 4 premiers jours auxquels se passe énormément de micro-adaptations à l'environnement postnatal, entre autres le fait d'accepter d'ingérer le lait, le colostrum, auquel l'enfant n'a jamais été exposé auparavant. Donc, mémoire de stimulation prénatale qui est loin d'être négligeable. Alors, comment est-ce que cette acquisition d'arômes intra-utérins peut se faire in utero? En fait, on n'en sait pas vraiment grand-chose. Ce qu'on sait, c'est que le fœtus est loin d'être inactif dans son écologie amniotique. Ça n'est pas un fœtus qui crache du feu. C'est un fœtus qui, par les fausses couleurs de l'ultrasonographe, montre de l'éjection de liquide amniotique de la bouche. Ce qu'on sait moins, c'est que le fœtus inhale et exhale aussi de façon extrêmement active au cours de la gestation du liquide amniotique, de sorte que le liquide amniotique qui est en contact avec les récepteurs en développement est en permanent renouvellement. Et le liquide amniotique change de composition. Donc, ces récepteurs ne sont pas adaptés et sont probablement actifs de façon permanente. Alors, une chose intéressante, c'est que ces réponses de respiration qui modifient le liquide amniotique, de pseudo-respiration qui modifient le liquide amniotique dans les cavités nasales, et la déglutition et le fait d'avaler du liquide qui modifie dans la cavité orale, sont organisées de façon non aléatoire au cours d'une ictémère. Et là, vous voyez très clairement, au cours du moins de la partie diurne, une organisation en bouffées, et de façon extrêmement intéressante, cette organisation, ces bouffées de mouvements pseudo-respiratoires, sont très étroitement liées au repas maternel et aux variations de la glycémie. Alors, qu'est-ce qui se passe là? En fait, on ne sait pas. Est-ce que la glycémie maternelle est transmise d'une façon ou d'une autre à des variations de glucose dans le liquide amniotique? Ou alors est-ce que les senseurs gustatifs et olfactifs sont sensibles aux variations de la glycémie maternelle et donc fœtale? On a des éléments dans ce sens chez le rat, mais chez l'humain, on ne sait pas trop. Mais probablement, ça fonctionne de la même façon. Quoi qu'il en soit, on a là des opportunités de formation de liens associatifs entre des métabolites odorants ou sapides et puis des nutriments. Et donc une possibilité d'une acquisition très précoce. Vous voyez, on peut dire 3-4, si on dit à minima 3-4 expositions par jour à ces associations, mais ça fait 80 à 120 expositions par mois, fois 3 mois, parce que c'est au cours des 3 derniers mois que ces récepteurs sont en principe fonctionnels, eh bien ça fait un réel entraînement de la situation. Parfois, on peut même aller dire, on dit souvent la réponse au sucré du nouveau-né est innée. Alors, on ne sait pas trop ce que veut dire inné, ça je ne veux pas le dire ici aux épigénéticiens, mais on peut se poser la question si c'est inné ou si c'est le résultat d'une expérience et d'une induction par le milieu prénatal. Alors,
les arômes alimentaires qui se transfèrent bien au-delà du l'anis que nous avons testé. D'autres ont testé du cumin, fenugrec, curry, ail, chocolat, carotte avec de thé, la réglisse, la menthe, et bien sûr les éléments chimiosensoriels qui sont associés à des événements addictifs, la nicotine et l'éthanol. On a parlé un peu ce matin de l'effet de l'éthanol. Donc il y a toute une série d'arômes qu'on connaît, mais probablement qui sont beaucoup plus larges et sans doute aussi infinis que les odeurs qu'on rencontre, qui sont potentiellement actives sur le milieu. Alors, d'un point de vue adaptatif, comment peut se manifester cette acquisition fœtale d'arômes au cours de la transition périnatale? Voilà une situation où des enfants sont mis dans un test de choix entre l'odeur du liquide prénatal, liquide amniotique, et l'odeur du fluide lacté, à 2 jours et à 4 jours, pour des enfants nourris au sein, donc au lait humain. À 2 jours, de façon intéressante, les enfants ne différencient pas les deux stimulations, liquide amniotique et colostrum. Sans doute lié au fait que ces deux substances véhiculent des éléments sensoriels, chimiosensoriels similaires, ou bien peut-être qu'effectivement ils ne discriminent pas. Mais à 4 jours, on montre une préférence très nette pour le lait de 4 jours par rapport toujours à ce liquide amniotique. Donc une évolution en faveur du stimulus postnatal lorsque les enfants sont nourris au sein. Maintenant, la situation est très différente lorsque les enfants sont exposés à un aliment atypique. Et l'aliment atypique est la formule lactée. Dans cette situation-là, des enfants de 2 jours s'orientent non pas vers leur formule lactée habituelle, le stimulus homologue de ces enfants-là, mais continuent à s'orienter vers le liquide amniotique. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'à 4 jours, ces enfants, dans une situation de choix, manifestent plus d'appétence pour le stimulus prénatal qu'ils ont eu dans le nez 4 jours avant, on peut le dire, dans le nez, dans ce cas-là, par opposition au stimulus formule lactée pour lesquelles il y a eu des associations entre stimulus et satiation de façon régulière, 5-6 fois par jour pendant 4 jours, ce n'est pas négligeable. Donc, quand on les met dans une situation de choix entre stimulus auquel ils étaient exposés il y a 4 jours et ce stimulus régulièrement entraîné, eh bien les enfants manifestent une préférence pour le stimulus typiquement propre à l'espèce, par opposition au stimulus non spécifique. Alors on ne sait pas ce qui se passe là. Comment expliquer ça? On a 2 explications potentielles, mais qui sont dans une impasse pour le moment. L'une, c'est que là, on a une transition extrêmement progressive. Chaque jour, il y a un peu moins de colostrum, mais un peu plus de lait de compositions différentes. Donc on sait qu'une transition progressive chez l'enfant entraîne un apprentissage facilité par rapport à une transition abrupte, et aussi bien chez l'enfant que chez l'animal. Et une autre hypothèse, c'est qu'il existe dans le lait des éléments, des composés qui ont un effet d'entraînement sur l'apprentissage et qui facilitent donc l'acquisition du lait. Et on a chez certaines espèces, effectivement, la femelle produit dans son lait des substances qui ont un effet extrêmement puissant d'apprentissage. Alors cette substance, visiblement, n'existe pas dans ces formules lactées. Voilà, là on en est là, c'est un gros point d'interrogation. Quelle alternative permet d'expliquer ce phénomène? Ces effets maternels, bien sûr, ne s'arrêtent pas avec la naissance. La naissance, globalement, est un épiphénomène dans le développement du cerveau. Et ce qu'on peut voir, dans cette situation-là, prototypique des mammifères, cette situation d'interaction mère-enfant et de transfert des nutriments, mais aussi d'informations pré-ingestives, on peut y rajouter la vision et l'audition, d'action sur le corps de la mère, d'action elle-même dont l'expression est un très fort renforçateur. Le fait de sucer un objet et les stimulations qui y sont associées favorisent l'apprentissage de cet objet. Et ensuite, tous les effets post-ingestifs qui font que cette situation est une situation d'apprentissage extrêmement puissante et que tout stimulus qui y est associé, en principe, vient à être préféré. Et là, je pense qu'on a une situation réelle d'induction épigénétique qui serait explorée. Alors, on a exploré, du point de vue de l'apprentissage, cette situation dans un endroit où les mères mettaient
une pommade émolliente sur le sein, contre les crevasses du sein. Certaines mères utilisaient cette pommade, d'autres non. Cette pommade étant prescrite par les médecins et les sages-femmes, nous étions éthiquement couverts pour montrer une situation d'acquisition d'une odeur complètement non spécifique dans cette situation typique. Et lorsqu'à 3 jours, on fait notre test de double choix, opposant ici l'odeur de camomille et l'odeur de violette, qui, elle, est nouvelle, eh bien, les enfants exposés à la camomille au cours des 3 premiers jours montrent une préférence nette en termes de durée d'orientation dans ce test vers la camomille par rapport à ceux qui n'ont jamais rencontré la camomille, qui montrent une réponse aléatoire. On va y revenir. Cette acquisition précoce chez le nouveau-né, comme l'acquisition chez le fœtus avant avec l'odeur du lait, eh bien, elle laisse une trace. Elle laisse une trace de mémoire au moins. Je ne sais pas si elle laisse une trace épigénétique, c'est à tester, et elle peut laisser une trace à très long terme. Alors, lorsqu'on revient à cette expérience de la camomille, lorsqu'on refait un test à 7 mois un petit peu différent, adapté à l'âge et aux capacités cognitives et motrices des enfants, et un autre test à 21 mois, à nouveau différent, eh bien on observe que ces enfants, dans cette situation, ont plus d'interaction avec un objet à la camomille, ou là, avec un biberon à la camomille, lorsqu'ils ont été exposés à la camomille sur le sein maternel au cours des premières semaines d'allaitement. Chose intéressante, c'est qu'on n'a pas pu contrôler la durée de cette exposition, c'était laissé au choix des mères, donc on avait une exposition maximale qui était de 3 mois, et la plus courte était de 8 jours. Eh bien, cette corrélation, cette différence entre la réponse positive à la camomille et la réponse à la violette, cette valeur-là, n'est pas corrélée avec la durée d'exposition, ce qui fait qu'on peut inférer que la durée d'exposition la plus courte, c'est-à-dire 8 jours, une semaine, explique cette variation en faveur de la camomille au début de l'allaitement. Donc on est dans une situation où la première semaine est peut-être un élément de période sensible pour certains apprentissages, et ça a été montré par d'autres sur à la fois l'enfant humain et différents modèles animaux. Alors, autre situation intéressante, qui cette fois-ci est quasi expérimentale, vous savez peut-être qu'avant 92, du moins dans les laits infantiles allemands, les laits étaient de façon systématique aromatisés à la vanille. Après 92, législation européenne obligeant, ces laits ne sont plus vanillés. Donc on a une situation intéressante dans le développement de cette société, avec des gens qui ont été nourris avec des formules lactées artificielles, donc surexposés à la vanille, et des gens nourris au sein, en principe sous-exposés à la vanille. Et ses collègues allemands, l'équipe de Köster, ont proposé à une série de personnes dont l'âge moyen, est, si je me souviens bien, est de 28 ans, vous voyez, entre 12 et près de 60 ans, un test extrêmement simple leur présentant 2 ketchup. Un ketchup, un test où la vanille n'avait rien à voir. En principe, ils ne s'attendaient pas. Ils les prenaient en embuscade sur la vanille. Un ketchup avec une note de vanille et un ketchup standard. Et ce qu'ils ont pu montrer, c'est que les enfants, enfin ceux exposés lorsqu'ils étaient enfants à la vanille, ont une préférence pour le ketchup vanillé, alors que ceux qui ont été relativement moins exposés à la vanille montrent une préférence en faveur du ketchup standard. Ça, c'est une expérience qui est à prendre pour ce qu'elle est. C'est une quasi-expérience. On ne contrôle rien au niveau de l'exposition. On contrôle bien sûr l'expérience, mais c'est juste une indication que peut-être il y a des effets à très long terme d'acquisition qui ont pu être faits dans la période précoce. Alors, autre élément, et là on n'est pas dans le domaine de l'alimentation, mais on est dans le domaine du démarrage d'une consommation qui est a priori aversive, la consommation du tabac, qui, par plein d'aspects sensoriels, est vraiment répulsif pour les enfants, et pourtant, des enfants de 12 ans s'y mettent. Une chose intéressante, le déterminant ou l'influence majeure dans le fait que les enfants se mettent à consommer du tabac,
se situe dans l'exposition gestationnelle du tabac. C'est l'exposition pendant la gestation qui est la plus marquée dans son effet. Et je présente ces données pour insister sur un point qui a été abordé dans plusieurs présentations ce matin, c'est la différence entre les petits mâles et les petites femelles dans cet effet. Et ce qu'on voit, c'est que l'appétence pour le tabac est plus fortement à l'exposition fœtale chez les filles que chez les garçons. Donc on n'est pas pareil dans la façon dont on acquiert les odeurs et probablement les agents à pouvoir pharmacologique qui y sont associés. Alors quels sont les mécanismes qui sont impliqués dans ces effets maternels à base olfactive? Là, ça va être essentiellement théorique, quoiqu'on a des données chez différents modèles animaux. D'une part, des changements spécifiques. Et ces changements spécifiques, c'est-à-dire que le stimulus inducteur donne des effets sur un certain nombre de mécanismes. La sélection des neurones, vous savez que les neurones olfactifs sont porteurs de récepteurs et que l'ensemble une très grande potentialité d'expression de différents récepteurs existe. Eh bien, le fait qu'il y ait une certaine odeur présente à un certain moment dans l'environnement inhalé, qu'il soit liquide ou aérien, a un impact sur la sélection des récepteurs, des neurones porteurs de ces récepteurs olfactifs. Ensuite, la stabilisation sélective des réseaux neuronaux qui induit des variations de détection, de discrimination, de mémoire et aussi de lien entre stimulus et réponse, donc d'action. Autres changements spécifiques qui, eux, sont plus du domaine des traitements cognitifs ou affectifs. Le fait d'être exposé à des stimulations précocement modifie les paramètres de sensibilité, d'attention, induisent des éléments d'apprentissage non associatif, de familiarisation, ou alors des liens stimulus-réponse bien établis. Et finalement, ces liens stimulus-réponse bien établis induisent des prédispositions olfactives. C'est par exemple ce qu'on a vu dans la réponse à l'anis chez les nouveau-nés, une réponse sélective envers des odorants liés à l'exposition antérieure. Enfin, on a des changements non spécifiques qui peuvent être des variations de tempérament, qui peuvent modifier, par exemple, non seulement la présence d'un odorant donné dans le milieu va favoriser la détection et l'attention à ces odorants ultérieurement, mais si une série d'odorants est présentée, donc si on introduit de la variété, on risque de modifier le phénotype réactionnel de ces enfants et donc induire des variations tempéramentales. Et donc modifier des paramètres de personnalité comme la recherche de sensations ou la néophobie. Alors, dans quelle mesure, quand, comment, pour quelle durée les mécanismes épigénétiques sont mobilisés dans cette situation? C'est sûr qu'ils le sont, mais on n'a pas de données là-dessus pour le moment. Donc c'est probablement des opérations de recherche à prévoir. En conclusion, donc au-delà de la période périnatale et infantile, au cours de la période périnatale et infantile, la mère transfère des matières et des éléments informatifs qui contribuent à canaliser le phénotype sensoriel, cognitif et affectif du rejeton. L'enfant est ainsi exposé à des éléments prédictifs de ce à quoi il va être exposé dans la niche de développement suivante. Donc le fœtus acquiert des éléments qui seront utilisables chez le nouveau-né ou chez l'enfant plus âgé, voire chez l'adulte. Et il va créer ce que j'ai appelé des attentes sensorielles face à ces éléments. Quand je dis attente, ce n'est pas qu'il est là et qu'il attend que ça arrive. C'est que le cerveau est plus prêt à recevoir certaines stimulations que d'autres. Alors ces éléments transmis et donc acquis sont ensuite utilisés dans l'organisation immédiate ou future des décisions comportementales et vont mobiliser les choix alimentaires, les choix addictifs, les choix même de partenaires. On a des éléments dans ce sens-là chez différentes espèces animales. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que la sensorialité est programmée probablement de façon parallèle. Je mets programmé entre guillemets, j'aime pas trop le caractère un petit peu définitif de ça, mais bon, le mot est là. Il est programmé de façon parallèle au métabolisme, c'est-à-dire le métabolisme maternel envoie des informations,
dans ces informations de type nutritive, hormonal, de facteurs de croissance, etc., il y a des informations de type sensoriel. Et la question, c'est est-ce que cette médiation sensorielle de l'expérience que transmet la mère, est-ce qu'elle peut aussi elle-même contribuer à maintenir, à confirmer, à valider des éléments de la programmation métabolique. Parce qu'in fine, dans tous les exposés précédents, finalement, la variable comportementale est extrêmement, je dirais, grossière. Non, grossière, c'est pas gentil. Elle est intégrative. Elle intègre tout. C'est une prise de poids. C'est la prise de poids. D'accord ? Donc ça intègre tous les éléments. Je pense que des éléments de choix, quand on donne au rat un choix entre une situation cafétéria et une situation standard, et lorsqu'on donne, si on donnait le choix ensuite aux animaux, est-ce qu'ils préféraient le cafétéria ou le standard? L'ensemble des expériences réalisées à présent, il me semble, n'ont pas pris cette variable comportementale, c'est-à-dire comment est-ce que l'entraînement des systèmes de renforcement va biaiser le comportement de l'animal de façon à confirmer des éléments acquis antérieurement. Et voilà, tout ce travail est le fruit d'un travail d'équipe au Centre des sciences du goût à Dijon. Je vous remercie pour votre attention.